Bonsoir à tous, bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 7 février. Le président Félix Tshisekedi a pris part à la grande conférence Mining Indaba en Afrique du Sud. Le chef de l'État qui a pris la parole à ce forum a dénoncé l'agression rwandaise qui s'accompagne du pillage de ressources naturelles. À la une, également face au bruit qui circule dans la ville de Goma, les FRDC ont paradé cette ville pour rassurer les populations civiles. Et puis, à l'international, le prix du baril du pétrole dépassera les $100 cette année, selon l'agence américaine Bloomberg. Bonsoir à tous. Prenant part au forum Mining Indaba qui se tient du 6 au 9 février 2023 à Cape Town, en Afrique du Sud, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a dénoncé une fois de plus le Rwanda qui, je cite, obnubilé par les richesses minières de la République démocratique du Congo, mais maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux et gagnant-gagnant. Fin de citation. Je vous propose de suivre cet extrait choisi par Dieudonné Boinali. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de rappeler ici que mon pays, la République démocratique du Congo, est connu pour son potentiel minier, représentant 1100 différentes substances minérales. Toutes ces provinces peuvent se prévaloir de détenir des richesses minières. Et en cette période de changement climatique, la République démocratique du Congo se révèle comme un État solution par ses minerais stratégiques que sont le cobalt, le coltan, le germanium et le lithium, pour garantir une meilleure transition écologique et énergétique. C'est donc une destination de choix qui offre d'innombrables opportunités. Financiers, exploitants miniers, équipementiers, sous-traitants, recycleurs, chacun peut y trouver sa part. Cependant, il est triste de constater que cette abondante dotation naturelle n'a toujours pas profité au pays, encore moins à l'Afrique, en raison de questions de mauvaise gouvernance enracinées depuis des décennies, mais aussi en raison d'une insécurité savamment orchestrée par des puissances obscures, avides de nos richesses naturelles, comme c'est le cas présentement dans la partie est du pays, en l'occurrence la province de l'Ituri et celle du Nord Kivu, avec le mouvement armé, le M23, qui n'est autre qu'un déguisement d'un voisin belliqueux, le Rwanda, obnubilé par nos richesses, mais malheureusement maladroit dans sa méthode pour y accéder, préférant la guerre plutôt qu'un cadre paisible d'échanges fructueux gagnant-gagnant. Et la situation sécuritaire dans la partie est du pays et l'évolution de rapports entre Kinshasa et Kigali, tels sont les sujets au cœur de la rencontre entre le président Tshisekedi et son homologue angolais Joao Lourenço. La rencontre a eu lieu lundi à Luanda, capitale de l'Angola. Elle intervient un jour après la visite d'État au Congo-Brazzaville où le président Tshisekedi a été reçu par son homologue, le président Sassou Nguesso. Suivez. Après les assises de Bujumbura, où les 6 chefs d'État de l'EAC ont jugé la situation sécuritaire préoccupante et ont exigé la fin des hostilités par le M23 et leurs alliés, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit sans désemparer son périple, toujours à la recherche de la paix dans la partie est de la RDC. En route pour Indaba en Afrique du Sud, le chef de l'État, qu'accompagnait la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi, est arrivé ce lundi 6 février à Luanda, capitale de la République d'Angola, pour rencontrer son homologue Joao Lourenço, qui pilote le processus dit de Nairobi depuis son début. Une escale utile de quelques heures
qui a connu le soutien à leur pays d'origine d'une frange des Congolais qui ont choisi l'Angola comme seconde patrie et sont venus encourager le président de la République dans son infatigable recherche de la paix durable dans la partie orientale du pays. La rencontre se matérialise par un tête-à-tête en mode huis clos au palais présidentiel de Luanda en fin d'après-midi. Il a été question pour les deux personnalités de discuter de l'évolution des rapports avec Kigali, mais surtout de la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion intervient au lendemain de l'entretien entre les présidents Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso à Oyo, axé sur les mêmes faits. Rien n'a filtré de leurs entretiens de plus de 2 heures. Cependant, on ose croire que les deux interlocuteurs ont débattu des pistes des solutions susceptibles de rétablir la paix et la sécurité à l'est de la RDC à la lumière de la feuille de route de Luanda, eu égard au refus délibéré des troupes terroristes du M23 de se retirer des localités congolaises telles que exigées par le dernier sommet de Luanda. Ce qui prouve à suffisance le refus de son parrain de restaurer la paix aux Congolais de cette partie du pays épris de tranquillité. La question de la raison d'être de la force régionale de l'EAC déployée sur le front Est ferait également partie des matières contenues dans l'agenda du bref passage du président de la République à Luanda. À son retour à l'aéroport, quelques instants avant son décollage pour Indaba, en bon père de la nation, le président de la République a communié avec la communauté congolaise qui n'a pas manqué d'exprimer sa joie au chef de l'État et à son épouse. Je l'ai annoncé en sommaire, une brigade des FARDC a paradé la ville de Goma ce mardi. La ville a enregistré une deuxième journée consécutive sans commerce et sans travail du fait des manifestations anti-forces régionales. La parade avait pour objectif de rassurer la population civile face à des rumeurs qui circulent dans la capitale du Nord Kivu. Suivez. Les militaires FARDC de la brigade interarmée ont paradé dans la ville de Goma. Une façon de rassurer les Congolais de la capitale du Nord Kivu en cette période de crise. L'armée s'est dit prête à toute éventualité, a déclaré le lieutenant-colonel Kaiko Guillaume, porte-parole des FARDC dans cette zone. Je veux te dire que la population n'a pas du tout eu peur, mais plutôt la population a été rassurée. Et c'était l'objectif de cette marche de dissuasion des forces armées de la République démocratique du Congo. C'était bien évidemment question de rassurer la population de Goma qu'elle est là, son armée, et elle est prête à parer à toute éventualité et que la population n'avait pas vraiment à s'inquiéter. Le lieutenant-colonel Kaiko appelle la population au calme. Il exhorte à soutenir l'armée congolaise et à ne pas se fier aux rumeurs distillées par les ennemis qui veulent faire croire que Goma est sans soldats des FARDC en ce moment. Il s'agit là, une fois de plus, des manœuvres ennemies, n'est-ce pas, pour s'aimer une certaine psychose dans notre population. La preuve en est qu'on est là. Et aujourd'hui, tôt ce matin, pour balayer toutes ces rumeurs, vous avez vu votre armée, n'est-ce pas? C'est pour rassurer la population. La population doit savoir que nous devons ensemble mener cette guerre pour ramener l'ennemi d'où il est venu. Il n'est pas question d'avoir peur, mais plutôt d'avoir confiance en son armée, mais aussi de se serrer les coudes. Je suis sûr qu'ensemble, avec notre population, nous allons ramener l'ennemi d'où il est venu. La marche de dissuasion est saluée par la population civile qui croit en la victoire finale des FARDC face à l'agression rwandaise. Toujours en rapport avec l'insécurité à l'est du pays, la CAJ demande au gouvernement de suspendre sa participation à la communauté des États d'Afrique de l'Est.
et d'assurer le retrait sans délai des forces régionales de cette communauté déployée en République démocratique du Congo. C'était lors d'une déclaration tenue ce mardi à Kinshasa. Patience Lokeke et Enoch Issei. Dans une déclaration faite ce mardi 7 février, l'Association congolaise pour l'accès à la justice a recommandé au gouvernement congolais la suspension de sa participation à la communauté de l'Afrique de l'Est qui, selon elle, pour des raisons économiques et hégémoniques, n'éprouve aucun intérêt évident à voler au secours de la RDC. Elle a par ailleurs fait remarque que le déploiement de la force régionale procède d'une stratégie politico-militaire savement pensée pour assurer, lentement et sûrement, le démantèlement progressif des frontières orientales du pays. Pour sauver la nation, l'organisation de la société civile estime que le gouvernement congolais doit renoncer à la mise en œuvre de tous les instruments auxquels il aurait adhéré dans ces cadres et assurer les retraits sans délai des forces régionales d'intervention de l'EAC. Déployé en République démocratique du Congo et incapable de contenir l'activisme et l'avancée du M23. La CAJ fait également savoir que le pays de l'EAC continue de considérer la RDC sous les prismes avilissants des réservoirs des ressources naturelles devant leur profiter, quelle qu'en soit les modalités d'approvisionnement. Selon elle, le sommet de Bujumbura a révélé en réalité que la force régionale d'intervention de l'EAC, au lieu de défendre l'intégrité territoriale de la RDC, et d'assurer la sécurité des populations meurtries en collaboration avec le FARDC constitue paradoxalement une stratégie mieux une anarque politico-militaire dont le dessein est de participer à la balkanisation de la RDC sous couvert de l'EAC. De l'insécurité à l'Est, parlons maintenant de la criminalité à Kinshasa. Au cours du briefing hebdomadaire, le porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya a fait savoir que la mise en place d'un programme spécifique est en cours au sein de la police afin de réduire le taux de criminalité dans la ville de Kinshasa. Je vous propose de suivre cet extrait qui a été choisi par Damani Mujinga. C'est une question sur laquelle le président de la République est revenu plusieurs fois en Conseil de ministres. Et d'ailleurs, je me souviens que dans un de nos briefings, j'ai abordé les sujets parce qu'il y a un besoin de sanctionner tous ceux qui se complaisent dans la criminalité. Nous savons par exemple qu'il y a des quartiers à Makala, j'en avais parlé d'ailleurs le jour du retour du pape François. Nous étions dans le bus avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, j'ai abordé les sujets avec lui, parce qu'aujourd'hui, c'est clairement une question de sécurité publique. Je crois savoir qu'au niveau de la police, il y a un programme spécifique en cours qui va se mettre en place pour voir dans quelle mesure on endigue ces phénomènes. Vous vous souvenez qu'on avait utilisé la méthode forte à l'époque de l'opération Coup de poing et les réactions que cela a suscité. Mais aujourd'hui, quand on regarde le niveau de violence dont sont capables ces jeunes, en tout cas lorsque l'État doit agir, l'État ne doit pas agir aussi violemment qu'eux, mais la riposte de l'État doit être beaucoup plus dissuasive. Ça veut dire qu'on ne va pas aller, à dire on va faire des condamnations à mort. Non, mais il faut que la sanction soit exemplaire. Ça veut dire que si on vous arrête, il faut une chambre foraine, procès public et prison, et on s'assure que vous n'en sortez pas jusqu'à ce que vous êtes rééduqué, ou tout au moins jusqu'à ce qu'on est sûr que vous ne représentez plus un danger. C'est aussi, malheureusement, cette problématique repose la question de la prise en charge de tous les problèmes sociaux que le pays, structurels, que le pays connaît depuis plusieurs années. Il y a clairement un problème de prise en charge des jeunes sur lequel le gouvernement est en train de travailler. Mais malheureusement, c'est des problèmes qui n'ont pas été résolus pendant des années. C'est des questions qui sont accumulées. Mais nous pensons que la stratégie mise en place nous permettra dans la durée d'apporter des réponses durables à ces phénomènes. Parlons du 6e anniversaire du décès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a représenté le président de la République à la cérémonie commémorative organisée au mausolée de l'illustre disparu à Lansele ce mardi. C'était en présence de plusieurs autres responsables de l'institution du pays. Les détails avec Fiston Oleko.
C'est pour chaque 1er février depuis 5 ans qu'il est célébré la date de décès d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, le père biologique et politique de l'actuel président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour cette année, le 6e anniversaire de la mort du Sphinx de Limete, qui a été reporté pour des raisons de la visite officielle du souverain pontife à Kinshasa du 31 janvier au 3 février 2023, est intervenu ce mardi 7 février au mausolée érigé en son honneur dans la commune de Lantélé à Kinshasa. Au nom du président de la République Félix Tshisekedi en déplacement en Afrique du Sud, le Premier ministre Sama Lukonde a rendu hommage à celui qui est aussi son prédécesseur en prenant part à cette importante activité marquant les 6 ans de sa disparition. Sur place, le chef du gouvernement a participé à la messe d'action de grâce. L'officiant du jour a rappelé le combat de Étienne Tshisekedi Wamulumba pour l'instauration d'un état des droits en RDC. Juste après la messe, le Premier ministre Sama Lukonde a procédé au nom du président de la République Félix Tshisekedi au dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée de l'illustre disparu, juste avant de signer le livre d'or dans lequel il a écrit quelques mots pour rendre hommage à celui qui fut plusieurs fois Premier ministre sous le président Mobutu. Rappelons que c'est depuis le 1er février 2017 que le docteur Étienne Tshisekedi Wamulumba a quitté la terre des hommes en Belgique où il était en soins médicaux. Et puisque nous avons parlé du Premier ministre, restons à la primature où un incident, une bagarre a été filmée. La vidéo de l'incident est devenue virale selon un communiqué de la primature. Il s'est agi d'un malentendu entre un groupe de députés provinciaux et les agents commis à la sécurité de la primature. Le Premier ministre a déploré l'incident, a fait savoir le communiqué signé par son directeur de cabinet. Suivez ce récit de Fiston Oleko. Incident qui a fait le tour de la toile ce lundi au niveau de la primature suite à des altercations qui ont opposé un groupe de 41 députés provinciaux venus prévaloir leurs revendications et les agents commis à la sécurité de la primature. Le directeur de cabinet du chef du gouvernement a reçu ses élus locaux pour les entendre. Le député provinciaux de la RDC est venu encore une fois de plus pour rencontrer le Premier ministre, sinon pour fustiger les mauvais comportements des ministres du budget et de finances. Lors de la 72e réunion du Conseil des ministres, les chefs de l'État avaient instruit aux 2 ministres sectoriels de pouvoir apurer les arriérés et régulariser la paie des honorables députés provinciaux. Mais malheureusement, cette orientation, tout comme instruction du chef de l'État, a toujours été traitée avec une très grande négligence. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes décidés de venir solliciter de nouveau l'implication du Premier ministre. Par rapport à la question principale, le Premier ministre, à travers le directeur de cabinet, a confirmé qu'aujourd'hui, peu importe l'heure, il va prendre langue avec ses 2 ministres sectoriels afin qu'une solution soit immédiatement trouvée. À la suite de ces échanges, le chef du gouvernement Sama Lukonde, à travers un communiqué signé par son directeur de cabinet, déplore cet incident malheureux qui résulte d'un malentendu causé par l'inobservance des règles du protocole d'audience par ces groupes de députés des 11 provinces à savoir Baouélé, Olomami, Kasaï, Kwango, Kwilu, Lomami, Maniema, Mongala, Nord-Ubangi, Sankuru, Chopo et Chwapa. Un appel a été lancé pour que toute présence à la primature soit précédée d'une audience préalablement requise et accordée. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima, a eu des échanges avec l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC. En point d'orgue de ce tête-à-tête, le possible déploiement d'une mission d'observation électorale de l'Union européenne. Et l'hôte numéro 1 de la centrale électorale a saisi cette opportunité pour apprécier les progrès enregistrés au cours du processus électoral. Il est au micro de Voldy Kengi. Suivez. Et la substance de ces échanges a porté essentiellement sur l'appui que pouvait apporter et que peut apporter l'Union européenne au déroulement du processus électoral congolais. Nous avons notamment discuté avec le président Kadima du déploiement possible d'une mission d'observation électorale de l'Union européenne. Vous savez que le président Tshisekedi avait formulé cette demande en novembre 2021 et nous sommes en train de regarder comment la mettre en place. Donc nous avons regardé notamment avec le président Kadima les procédures qu'il nous fallait suivre pour que puisse être mise en place une mission exploratoire et ensuite une mission d'observation électorale de long terme. Et puis nous avons profité de l'occasion pour discuter avec le président de la situation, des progrès enregistrés et du déroulement du processus.
Dans le cadre de la poursuite de l'opération Coup de poing, l'hôtel de ville de Kinshasa annonce pour ce mercredi 8 février la destruction des constructions anarchiques et marchés pirates le long de l'avenue Willery et le samedi 11 février sur l'avenue de Libération ex-24 novembre. La population est appelée à prendre des mesures et dispositions nécessaires à ce propos. En sport, la Ligue nationale de football a annoncé l'impossibilité de poursuivre ses championnats, à savoir la Ligue 1 et la Ligue 2. Les raisons sont liées aux infrastructures et aux finances notamment. C'était au cours d'une réunion organisée par cette dernière à son siège avec comme invité l'association de dirigeants de football de la République démocratique du Congo, Blaise Kuzola. S'est tenu ce lundi 6 février au siège de la Ligue nationale de football et sur invitation de cette dernière, une rencontre d'échange entre la commission de gestion et les clubs réunis au sein de l'association des dirigeants du football de la République démocratique du Congo, ADEFCO en sigle. 2 points étaient à l'ordre du jour, à savoir l'organisation des championnats Ligue 1 et Ligue 2, ainsi que les infrastructures. S'agissant du premier point, la commission de gestion de la Linafoot a tenu à présenter au club les difficultés qu'elle rencontre et qui empêchent le bon déroulement du championnat, notamment celles liées au déplacement de clubs. La Linafoot attend jusqu'à ce jour la réaction du gouvernement pour cette prise en charge. La Linafoot a ainsi voulu échanger avec ses sociétaires afin qu'ensemble de pistes de solutions puissent être dégagées. En ce qui concerne les infrastructures, la commission a abordé quelques points qui empêchent le bon déroulement du championnat, notamment le manque des infrastructures adéquates, l'insécurité dans les installations sportives, l'occupation du stade pour d'autres événements empêchant l'organisation de matchs. Toutes ces difficultés financières ou encore concernant le manque d'infrastructures ont appelé la Linafoot, organisatrice du championnat national, à inviter les clubs afin qu'ensemble ils puissent réfléchir afin de trouver une issue. Ici est donc de préciser qu'en organisant le championnat au nom et pour le compte de la FECOFA, que c'est seulement auprès de cette dernière que la Linafoot peut déclarer une quelconque incapacité quant à la poursuite ou non du championnat national. Cette annonce est un revers pour le football en RDC, qui est un sport très populaire dans le pays. Les supporters et les amateurs du football sont déçus de ne pas pouvoir assister à des matchs de qualité et les joueurs talentueux se retrouvent sans opportunité pour montrer leur talent sur le terrain. Place à présent à la page internationale. L'Afrique du Sud a produit 84 tonnes d'or en 2022 contre 105 tonnes en 2021. C'est l'une des informations contenues dans les statistiques annuelles publiées lundi 6 février par le Mineral Council. Le document de la Chambre des mines indique que la production a baissé de 20% en glissement annuel à cause de plusieurs difficultés, dont l'approvisionnement sporadique et peu fiable en électricité. Jojo Moulamba. Il s'agit en effet d'un problème structurel du secteur minier sud-africain que les décideurs tentent de résoudre notamment en encourageant les compagnies minières à installer leur propre capacité de production d'énergie électrique. Une mesure insuffisante parmi tant d'autres, selon la Chambre de mines qui réclame des solutions structurelles urgentes à la crise de l'électricité. Notons que l'exploitation minière illégale et les vols font partie des autres facteurs qui affectent les performances du secteur aurifère. Parmi les autres statistiques de l'industrie de l'or en Afrique du Sud, il faut souligner que le nombre d'employés dans le secteur est resté relativement stable, soit moins 0,2% par rapport à 2021, alors que les redevances versées ont augmenté de 238% pour atteindre 608 millions de rennes, soit 34,5 millions de dollars américains. Pour rappel, l'Afrique du Sud et le Ghana se disputent depuis quelques années la place des leaders continentaux en matière de production d'or. En attendant la publication des statistiques finales dans l'ex-Gold Coast, les données de Fight Solutions indiquent que la nation arc-en-ciel devrait maintenir son avance. Le prix du baril de pétrole dépassera les $100 cette année, selon une information publiée par l'agence américaine Bloomberg, a prédit la banque Goldman Sachs, qui note tout de même que 2 facteurs favoriseront la remontée de prix à ce niveau. Jojo Moulamba, encore une fois.
Il s'agit de sanctions internationales vis-à-vis de la Russie qui sont susceptibles de faire chuter les exportations vers des consommateurs clés. En second lieu, il y a la demande chinoise qui devrait connaître un redressement significatif alors que le pays envisage de mettre fin à sa politique de confinement. Ceci dans un contexte où l'OPEP refuse d'augmenter sa production et où les analystes s'alarment du manque d'investissement dans les capacités de production. D'ici mai, le marché pétrolier devrait basculer vers un déficit de l'offre par rapport à la demande. Cela pourrait affecter une grande partie de la capacité inutilisée de producteurs mondiaux, ce qui serait positif pour le prix, commentent les analystes responsables de la division en charge de la recherche sur les matières premières chez Goldman Sachs. Le manque de dépenses pour la production nécessaire pour satisfaire la demande et le manque de capacité seront également des facteurs de hausse de prix et pourraient devenir un problème majeur en 2024. Les problèmes suscités pourraient par ricochet entraîner de graves difficultés d'approvisionnement en 2024, indique la banque Goldman Sachs. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a pris part à la grande conférence minière Mining Indaba en Afrique du Sud. Le chef de l'État qui a pris la parole à ce forum a dénoncé l'agression rwandaise qui s'accompagne du pillage de ressources naturelles. Et puis, face au bruit qui circule dans la ville de Goma, les FARDC ont paradé cette ville pour rassurer la population civile. À l'international, le prix du baril de pétrole dépassera les $100 américains cette année selon l'agence américaine Bloomberg. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.